Le véritable objet de mon travail est de faire en sorte que ces enfants soient capables de bien grandir avec assurance et de devenir des adultes sourds alignés avec eux-mêmes, qu'ils puissent devenir des citoyens à part entière. Bonjour, je m'appelle Aurélien. Et je suis entendant. Je suis originaire de Lyon, mais actuellement, j'habite à Copenhague, au Danemark. Je suis psychologue. J'exerce depuis 15 ans auprès d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes sourds. Je fréquente la communauté sourde depuis près de 20 ans. J'ai appris la LSF dans un centre de formation classique, après quoi, je me suis vraiment immergé dans la communauté et j'ai pu rencontrer des personnes sourdes. C'est ainsi que j'ai appris la langue des signes. J'ai une formation de psychologue spécialisée en développement cognitif. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, j'ai travaillé auprès d'élèves sourds qui avaient entre 3 et 20 ans, dans une école avec internat. Au fur et à mesure, j'ai pu constater qu'ils avaient des problèmes similaires. Des problèmes qui étaient, pour ma part, difficiles à expliquer, difficiles à nommer précisément. Dans ma formation universitaire, il n'y avait rien qui concernait l'éducation des jeunes sourds, ce qui me limitait dans ma pratique professionnelle sur le terrain. Je sentais que je manquais de connaissances. Par la suite, je suis tombé sur les travaux de Cyril Courtin. Lui-même chercheur en psychologie cognitive. Et c'est en lisant sa thèse que j'ai enfin trouvé des réponses à mes interrogations, des explications et des théories. C'est vraiment sa thèse qui a bouleversé mon parcours. Les recherches de Cyril Courtin sont basées sur la relation entre le développement cognitif et les moyens de communication. Au quotidien, mon travail, c'est d'abord un travail en équipe, ce qui est important pour moi. C'est aussi rencontrer des enfants sourds, leurs familles également. Je peux être amené à faire des prises en charge individuelles ou collectives. Ce dont on parle en séance peut relever d'aspects affectifs, des relations sociales, du comportement, de la construction de sa propre identité, des relations familiales et d'autres choses encore. On peut aussi amener le patient à travailler sur son propre développement cognitif, à sa remise en perspective. Mon travail, c'est aussi de faire des évaluations ou encore des sortes d'entraînements, comme de la remédiation cognitive. Tenez, par exemple, c'est aider un enfant à analyser des informations, à résoudre un problème, ou l'aider à construire des stratégies cognitives efficaces et variées. Le véritable objet de mon travail est de faire en sorte que ces enfants soient capables de bien grandir avec assurance et de devenir des adultes sourds alignés avec eux-mêmes, qu'ils puissent devenir des citoyens à part entière. Le développement cognitif chez l'enfant sourd est une thématique tellement large que je ne pourrais pas tout vous expliquer ici, sinon cette vidéo durerait des heures. Ce qu'il faut retenir, surtout, c'est que les compétences cognitives influencent les apprentissages, mais ça joue aussi dans la vie de tous les jours. Pour avoir un bon développement cognitif, l'enfant a besoin de 2 éléments. Le premier, c'est l'expérience. Expérimenter des situations multiples, diverses et variées. Et le deuxième, c'est d'avoir des interactions de qualité. Je dissocie par ailleurs ces interactions en 2 types. Des interactions auxquelles l'enfant participe lui-même, en discussion avec un autre enfant, un autre adulte, peu importe, il est acteur donc. Et d'un autre côté, des interactions desquelles il sera spectateur, par exemple en voyant interagir 2 autres personnes entre elles, enfants ou adultes, peu importe. Et pour ce dernier type d'interaction, on le sait, dans les espaces où l'enfant sourd est en inclusion dans un environnement entendant, c'est très difficile à assimiler, parce qu'il ne peut pas entendre et suivre ce qu'il se passe. Ça veut dire que son développement cognitif sera différent. Donc le choix de l'école, le choix du mode de communication influencera son développement cognitif. Alors oui, les prothèses auditives, l'implant cochléaire, les progrès techniques sont là, évidemment. Mais aura-t-il vraiment les mêmes possibilités de suivre qu'un enfant entendant quand ça discute en classe ? Eh bien non, il lui sera impossible de tout assimiler.
Permettre à l'enfant de se construire une langue première solide, c'est réduire des risques tels que des problèmes dans ses relations affectives, des problèmes dans ses relations sociales, des troubles du comportement, des problèmes psychologiques ou des problèmes psychiatriques. Rattraper les choses dans ce cadre est un travail fastidieux et surtout, il n'est pas toujours possible d'y arriver. On le sait depuis longtemps, la langue des signes est une langue naturelle pour les enfants sourds. Naturelle parce qu'elle leur est facile à acquérir, parce qu'il n'est pas utile de passer par la case rééducation. Elle est simplement nourrie par des adultes, de bons modèles linguistiques qui leur permettraient de construire cette langue. Pour l'oral, c'est différent. Des rendez-vous réguliers pour une rééducation chez l'orthophoniste s'imposent. Je comprends tout à fait que les parents souhaitent donner la langue orale à leur enfant, mais si l'enfant a d'abord une langue première en langue des signes, il évoluera bien plus vite, et même ses compétences orales seront elles aussi bien meilleures par la suite. On rencontre encore des parents aujourd'hui qui pensent qu'avec la langue des signes, leur enfant ne parlera jamais, ne lira jamais, ne saura jamais écrire, ni s'intégrer en société, et qui sont très réticents. Soyons bien clairs, ceci est complètement faux. En plus, on le constate, dès que des enfants intègrent la LSF, les progrès sont flagrants, ça va à l'encontre des idées reçues. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que mon but n'est pas de culpabiliser les parents. Non, chacun est libre de ses propres choix. Mais ce choix doit être clair. Bien sûr qu'il faut encourager les parents à apprendre la langue des signes. Il faut savoir que 95% des enfants sourds naissent dans des familles entendantes. Il faut qu'on accompagne ces familles, qu'on leur propose de l'aide, du soutien. Apprendre la LSF, ce n'est pas une chose facile. Mais ce n'est pas impossible. Il n'est jamais trop tard pour apprendre cette langue. Si un enfant réussit à se construire dans une identité claire, solide et pourquoi pas même biculturelle, il appréhendera la vie tout autrement. Il sera capable tout au long de sa vie de s'adapter à n'importe quelle situation, avec assurance et autonomie. Ce qu'il faut savoir au sujet de l'identité sourde, c'est que ça n'est pas quelque chose qui se donne tout simplement. Une construction identitaire, c'est le fruit d'un parcours personnel, composé de rencontres avec des semblables aux profils variés, au gré des expériences assimilées. Dans mon propre parcours, j'ai rencontré des personnes sourdes avec une identité forte qui m'ont fait prendre conscience qu'il fallait s'engager pour ça, combattre pour ça. Aujourd'hui, j'ai envie de leur dire merci, de leur être reconnaissant pour cette énergie qu'ils m'ont insufflée pour progresser dans cette voie. En 15 ans d'expérience, j'ai rencontré beaucoup de jeunes sourds. Ils n'ont pas toujours conscience de leur identité. Elle peut être quasi inexistante. Je n'ai fréquenté que peu de sourds qui avaient une identité claire. Ce manque d'identité rend difficile leur quotidien. Désormais, en psychologie, on sait que les traumatismes peuvent se transmettre de façon générationnelle et peuvent influencer les générations futures. On sent bien que la communauté sourde subit son lot d'oppression, si bien qu'il en est devenu un traumatisme collectif. Aujourd'hui encore, dans la société, on observe les traces laissées par le passé, et notamment celles du Congrès de Milan, de 1880, et qui peinent à disparaître. Les inégalités provoquent chez les personnes sourdes de la colère, des frustrations. Ça rend évident le besoin de militer contre ça. Ce qui est essentiel, c'est que les personnes sourdes puissent, de manière introspective, conscientiser leur traumatisme communautaire historique et linguistique. D'ailleurs, il est important de transmettre à ces enfants leur histoire, leur culture, leur langue, pour leur permettre de comprendre d'où ils viennent et quel est le bagage de leur communauté. Il y a des personnes sourdes qui, dans la résilience, vont transformer leur trauma en énergie pour des actions militantes, des actions politiques, des actions pédagogiques ou culturelles. À mon avis, nous sommes actuellement dans un tournant. La communauté sourde a changé depuis la loi de 2005, permettant l'ouverture des classes bilingues. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2021, il y a des groupes de jeunes sourds qui, dans quelques endroits de France, ont suivi un parcours scolaire entièrement bilingue. On peut se poser la question de quelles seront encore les évolutions à venir dans 5, 10, 15 ans. J'ai hâte de voir ce qu'il en sera. Parlons de la psychologie des personnes sourdes et son lien aux Deaf Studies. Ce qui est intéressant dans les Deaf Studies, c'est que c'est un domaine très large. Avant, on se bordait au cadre linguistique, au cadre sociologique, au cadre anthropologique,
ou psychologiques, etc. Les Dev Studies ne se cantonnent pas à un seul de ces domaines. Non, c'est vraiment ouvert. Et les chercheurs, chercheuses travaillent ensemble dans la même visée. Les personnes sourdes, la langue des sourds, la culture sourde, l'histoire sourde. Les recherches scientifiques aboutissent à des arguments concrets pour mieux militer et pour faire avancer les choses au niveau politique. Ça démontre que les sourds sont des citoyens à part entière. La recherche, ça visibilise la communauté sourde. La communauté sourde a besoin de militer. Et pour ça, la communauté sourde a besoin de la recherche. C'est une démarche à entreprendre ensemble pour faire bouger les choses. Par exemple, par le passé, la recherche linguistique a prouvé que la LSF était une vraie langue et l'a reconnue comme telle. Aujourd'hui, il paraît important qu'elle figure dans les lignes de la Constitution, comme étant une des langues officielles de la République française. C'est fondamental de montrer que la LSF permet aux enfants une construction cognitive de qualité, permettant des apprentissages de qualité, une vie quotidienne de qualité et un accès à l'autonomie de qualité. Le problème qu'on constate actuellement, c'est qu'entre l'oralisme et la LSF, l'oralisme est largement favorisé. On ne mise et ne met qu'en priorité l'oral et l'inclusion, alors que la recherche nous dit bien que la LSF permet une construction individuelle solide, mais on s'entête dans la voie opposée. Il faut savoir aussi qu'on facilite la méthode oraliste parce que tout est gratuit, car remboursé par la sécurité sociale, les opérations, les implants, l'orthophonie, tout est défrayé. Alors que la voie de la langue des signes, elle, est difficile d'accès. Ça demande un investissement lourd de la part des parents. J'aimerais qu'on puisse obtenir des statistiques neutres sur les retombées des différents parcours scolaires, en inclusion, en classe bilingue, en Ulysse, etc. Et qu'on se penche aussi sur les moyens de réussite des enfants tout au long de leur croissance, sur leurs compétences en études supérieures, sur leur niveau d'autonomie au quotidien, sur leur construction et sur leur intégration sociale et si elle fonctionne. La recherche et le militantisme doivent fonctionner ensemble pour faire bouger les choses positivement. Merci et à bientôt.